Les métiers de demain, alors nous, le groupe GIFT, on a un département éducation assez étoffé avec environ 5000 étudiants. Donc les métiers de demain, c'est quelque chose qui nous concerne au quotidien. Donc Monsieur Picot parlait il y a quelques secondes de l'employabilité et des métiers en tension relevés par le Pôle emploi. C'est les métiers, on va dire, d'aujourd'hui. Nos chers politiques et fonctionnaires travaillent sur les métiers d'après-demain, donc l'éducation nationale, et nous essayons modestement de travailler sur les métiers de demain. Ça veut dire les métiers qui sont sur lesquels il y a de la demande, il y a de l'employabilité, mais il y a surtout aussi de la visibilité sur la durée. Ça veut dire que c'est des métiers qui vont encore se développer. Alors aujourd'hui, ces focus ont été portés sur les deux métiers qui ont été évoqués, à savoir donc le travel retail et la responsabilité sociétale des entreprises. Évidemment, on aurait pu faire un focus sur 12 métiers. Heureusement pour nous, nous avons encore beaucoup d'autres métiers dans nos dossiers. Que ça passe par les seniors dans les maisons de retraite, que ce soit dans la santé animale, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit les différents métiers dans lesquels nous intervenions au sein de notre groupe. Donc là, en l'occurrence, ce qui était important, c'est le travel retail va vous faire découvrir en quoi ça consiste, en quoi ce métier a encore des potentialités extraordinaires. Et puis la responsabilité sociale d'entreprise, donc l'économie verte, on en parle depuis le Grenelle de l'environnement. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont compris que ça peut devenir un enjeu majeur pour leur développement. Et donc, ce qui était un peu considéré comme une contrainte devient un peu aujourd'hui comme un enjeu. Voilà donc pour les raisons pour lesquelles effectivement les perspectives d'avenir dans ce domaine-là sont aussi assez exceptionnelles. Voilà, je remercie encore nos intervenants d'avoir eu la gentillesse de venir jusqu'à nous et nous apporter leurs compétences. À notre modeste niveau, nous avons au sein du groupe GIFT, notre cheval de bataille, c'est l'emploi. Donc nous, notre seule référence, contrairement ou parallèlement à d'autres acteurs de la formation ou de l'éducation, nous mesurons notre performance par le niveau d'employabilité de nos étudiants. Donc nous nous concentrons sur des études sur lesquelles il y a évidemment de la demande, mais surtout sur lesquelles il y a de l'avenir. Donc pour nous, c'est très important. Donc votre présence, vous employeurs, vous qui allez intervenir, c'est pour nous le gage que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, merci beaucoup encore et merci. À tout à l'heure. Alors, dans ces zones, quelles sont les stratégies des marques, des opérateurs? Qui sont ces global shoppers? Comment les séduire? Comment concrétiser une vente en un temps record? C'est autant de nouveaux métiers, autant de nouvelles formations que nous allons aborder. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous, peut-être Jérôme Goldberg. J'ai parlé d'experts, on va dire ça comme ça. Prenez un micro. Moi, j'aimerais que vous nous dressiez un petit peu le tableau ou peut-être une photographie rapide du travel retail aujourd'hui. Et oui, bonjour. Effectivement, travel retail, on est bien sur 60 milliards de dollars aujourd'hui. C'est un circuit qui est relativement récent parce qu'il est né en 1947 et qui est en progression régulière. Même si à court terme, il peut y avoir des impacts, dès qu'on est sur du moyen terme, on est sur un marché qui croît régulièrement. Parce que finalement, la cible de ce circuit, c'est 1 milliard de passagers, enfin 1 milliard de touristes internationaux au sens large. Donc c'est l'équivalent de la population, quand on parle de 10e continent, c'est l'équivalent de la population d'Amérique du Nord et du Sud, qui chaque année bougerait. Et comme elle bouge, elle a 2 occasions finalement au départ et au retour, donc ça fait finalement 2 milliards de passagers qui passeront pas tous par les aéroports, mais une majorité passe par les aéroports, donc ont accès aux boutiques d'aéroports, ont accès aux boutiques, aux ventes à bord, et pour d'autres, les boutiques en centre-ville comme en Asie ou d'autres circuits qui peuvent exister. 1 milliard de personnes, on va définir tout à l'heure qui sont ces personnes-là, ce qu'elles attendent, ce qu'elles veulent. Ça fait beaucoup, c'est amené à s'amplifier, j'imagine, non ? C'est amené à s'amplifier. En fait, il y a un relais de croissance finalement assez naturel qui est le trafic aérien qui double tous les 15 ans. Donc on est sur un marché qui est plutôt porteur en termes de croissance, oui.
Alors, on va essayer de comprendre d'abord déjà un petit peu le marché, ce qu'ils représentent. On verra qui sont ces global shoppers, comme je les ai appelés tout à l'heure. Mais on va s'intéresser aussi aux marques et aux différents opérateurs et aux différents acteurs. Mais vous prenez la parole quand vous le souhaitez, hein. Alors, on n'a pas beaucoup de micros, mais vous levez la main. Vous êtes tous les bienvenus à cette table ronde, bien entendu. Je vous remercie d'être là. Alors, on comprend mieux pourquoi, effectivement, beaucoup d'acteurs et de marques se positionnent sur ce marché. On va voir ces stratégies. Mais avec vous, Julien Gutro, vous êtes responsable Royal Airport, c'est ça, pour Royal Quartz. Donc ça, c'est Royal Quartz. Oui, c'est Royal Quartz, voilà. Et donc vous distribuez effectivement de nombreuses marques, dont une que le public connaît peut-être un petit peu plus, qui s'appelle Louis Pion, c'est celle-là? Alors j'espère qu'il y en a quelques-unes qui Quelques-unes, non, mais enfin, c'est vrai que vous distribuez Rolex, vous distribuez d'autres choses, oui, effectivement. Pour rebondir sur ce qu'on disait sur le travel retail, alors vous travaillez en boutique en nom propre, hein. Comment est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous regardez ce marché, comment est-ce que vous essayez de prendre un maximum de parts de marché? Quelle est votre stratégie? Alors déjà, Royal Quartz, en fait, c'est la branche horlogerie du groupe Galeries Lafayette. Donc les Galeries Lafayette ont une certaine expertise de la clientèle internationale de par leur magasin Boulevard Haussmann. Et donc, on a des enseignes de magasins multimarques d'horlogerie et joaillerie qui s'appellent Royal Quartz. On est présent dans les aéroports de Paris, Roissy et Orly, depuis quelques années. Après, la stratégie de Royal Quartz a été de répondre à des appels d'offres et d'assurer une pérennité dans sa présence sur ces aéroports. Aujourd'hui, il y a une volonté de regarder ce qui peut se passer sur du développement dans d'autres aéroports. En tout cas, c'est sûr que le groupe est plutôt satisfait de sa présence et du marché que représente le travel retail. Ben, j'imagine qu'il y a 1 milliard de personnes qui passent, ça peut susciter une certaine... Ça suscite beaucoup d'intérêt, je crois. Voilà, j'essaie de modérer. Pas que pour les galeries. Et donc après, nous, très concrètement, dans notre présence sur les aéroports de Paris, notre travail, c'est surtout de convaincre des marques d'horlogerie qui ne sont pas forcément, elles, dans cette dynamique du travel retail, qui ont encore un peu de retard, qui ont un mode de fonctionnement assez classique, on va dire, et donc qui ont très peur de la distribution au travel retail. Donc nous, par notre expertise de la distribution horlogère, on tente de les rassurer et de les convaincre de la présence. Alors, les convaincre par les chiffres, c'est assez facile, puisque effectivement, les chiffres sont assez importants en aéroport, par la typologie de clientèle et des volumes de trafic. Après, ce que eux craignent souvent, c'est le fait de pas pouvoir assurer le même niveau de traitement qu'une boutique de centre-ville. On a affaire à des marques qui souvent sont en monomarque sur des surfaces très importantes, et ce qui n'est pas forcément le cas en aéroport. Ouais, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, une vente en centre-ville et une vente en aéroport, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose, et on va en parler. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ça fait partie de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles formations qu'il faut acquérir, et vous allez le voir. Je vais faire un rapide tour de table pour voir un petit peu quelle est votre vision et votre stratégie dans ce domaine-là. Je vais donner la parole à Bastien Buenaventes, Aelia. Je peux parler d'opérateur quand je parle d'Aelia? Oui. C'est le bon terme? Oui. Je me suis posé la question en rédigeant mon texte, pour être très clair. Oui, nous sommes un opérateur, donc nous avons aussi d'autres opérateurs concurrents qui sont bien connus comme Dufry, DFS, donc Aelia est un opérateur travel retail. Ouais. Alors vous êtes acheteur pour Aelia, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'on est en charge d'un portefeuille de marques. Donc moi, c'est sur la mode. Donc chez Aelia, nous avons plusieurs secteurs d'activité, alcool, tabac, gastronomie, confiserie, parfums, cosmétiques et mode et photo, vidéo, son aussi. Et donc moi, c'est sur le secteur de la mode. Donc moi, on est en charge, on travaille en binôme, donc nous sommes en charge d'un portefeuille de marques. Donc ils sont splittés entre différents secteurs luxe, premium, hommes-femmes. Et donc au sein de ces marques, nous les implantons donc sur les lieux où nous pensons qu'il y aura du chiffre d'affaires dégagé optimalement. Alors on va aller un petit peu plus loin dans votre métier, parce qu'on est là pour parler des métiers de demain, et c'est ça qui nous intéresse. Acheteur chez Aelia, c'est pas comme être acheteur ailleurs, si j'ose dire. Non. C'est quoi cette spécificité? C'est-à-dire que, et là on va rentrer dans le cœur de métier, c'est-à-dire que dans les critères que vous prenez
en compte et qui sont fondamentaux, j'imagine, et vous allez me corriger si je me trompe, c'est déjà les flux, c'est déjà le profil des voyageurs, c'est déjà peut-être même l'emplacement des différents lieux de vente. Racontez-nous un peu. Alors, justement, être acheteur dans le travel retail est très spécifique. Comme vous l'avez dit, c'est totalement différent d'être acheteur en downtown, parce que nous devons faire des analyses assez détaillées sur justement les destinations, car justement, une marque qui sera positionnée sur un terminal qui aura des destinations Asie, donc n'aura pas les mêmes types d'acheteurs qu'une marque qui sera positionnée sur un terminal qui aura des destinations Amérique latine ou même USA. Et donc justement, nous devons nous adapter à chacune de ces spécificités. Donc il y a les nationalités, les destinations, en termes de surface aussi, parce que comme monsieur de chez Royal Quartz l'a dit, nous avons des surfaces très réduites, donc nous devons optimiser le merchandising pour justement faciliter l'achat aux clients. Mais sur ce point, on l'optimise comment ? Qu'est-ce qu'il va faire ? On va parler tout à l'heure de ces formations et de ces métiers, mais il y a quelque chose qui va revenir tout au long de cette table ronde, c'est concrétiser une vente en un temps record. Un merchandising dans un aéroport, qu'est-ce qu'il a de plus spécifique que celui qu'on peut avoir dans une boutique de centre-ville ? Après, je donnerai la parole à Lucille Baron, parce que c'est aussi, elle est complètement dans le... Mais je voulais avoir votre... Tout d'abord, le client va se reconnaître au niveau de l'environnement de la marque. Donc, on va essayer de recréer l'environnement de la marque à son possible. Donc, il y aura toutes les pièces phares, tous les produits phares de la marque. Et ensuite, ce qui va être ce petit plus, c'est cet effet waouh, donc d'amener des produits exceptionnels pour justement amener une expérience du shopping exceptionnelle au client. L'effet waouh. Je vais donner la parole à Lucille Boiron. Déjà peut-être un petit mot sur l'agence LBL, mais on comprendra mieux comme ça pourquoi après on fait la transition. Déjà un petit mot de présentation et après vous me parlerez de cet effet waouh et de la manière dont vous accompagnez vous les marques sur ces zones-là. Oui. Alors LBL Communication a bientôt 25 ans, a démarré quasiment dès le début dans l'univers du travel retail qui n'avait pas du tout l'ampleur qu'il a aujourd'hui, pour montrer le dynamisme du secteur et bien évidemment dont on a bénéficié. C'est vous dire qu'à peu près, notamment dans les 10 dernières années, particulièrement les 8 dernières, notre société est passée de 50 salariés à plus de 250 salariés, principalement des animatrices, démonstratrices, parfums, cosmétiques, alcool et gastronomie, un petit peu la mode, on commence maintenant, tout ce qui concerne les produits de luxe en aéroport. Alors, vous observez effectivement, puisque vous travaillez avec elles, les différentes marques qui veulent être sur cette zone. Et Julien Gautreau pourra vous contredire ou pas, j'en sais rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des fondamentaux dans la stratégie d'une marque à s'installer sur ce secteur du travel retail ? Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'avec 25 ans d'expérience, on voit la croissance qu'ont pris les secteurs travel retail dans les grandes sociétés, les sociétés comme même L'Oréal ou des groupes comme Coty ou Puig qui sont aujourd'hui des très gros intervenants de marques. Leurs services étaient tout petits au départ, se sont évidemment accrus avec le temps. Leur stratégie est claire, elle est à 2 niveaux. En fait, ils cherchent une visibilité. Ils veulent être présents en aéroport pour légitimer en fait leur positionnement luxe parce que les aéroports sont aujourd'hui des espaces de plus en plus luxueux. On le voit avec le développement des aéroports de Paris, mais on le voit à travers le monde. On peut voyager et on voit des espaces qui deviennent des véritables malls comme Dubaï ou Londres qui ont fait de très gros investissements. C'est très important pour les marques de montrer leur légitimité dans l'univers du voyage qui est quand même encore considéré comme un domaine de luxe. Ça, c'est une chose. Oui. Après, il y a aussi d'autres points de vue. Mais ce qui m'intéressait, c'était le wow effect qu'évoquait Bastien tout à l'heure, parce que si tout le monde est au même niveau, il faut arriver à se démarquer, il faut arriver à séduire très rapidement. Là, il y a quelque chose de particulier, il y a des spécificités. Comment ça se passe ? Ah oui, bien sûr. Nous, on a en interne des formations spécifiques
spécifique parce qu'on a des démonstratrices qui sont issues de tout profil, mais après il faut les former aux techniques de vente au travel retail parce que le consommateur que nous sommes sur le marché qu'on dit locaux n'ont pas du tout les mêmes comportements en travel retail. Selon qu'ils voyagent pour affaires ou en tourisme, ils vont avoir des comportements différents et la prise en charge va être différente. Donc c'est à nous de former le personnel pour les rendre compétentes. On va en parler de cette formation, mais d'abord je crois qu'il faut quand même qu'on ouvre un petit chapitre sur ces global shoppers. Vous l'avez déjà un petit peu commencé à le faire, Lucille Boron. Moi, j'aimerais bien savoir... Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Peut-être vous, Jérôme Goldberg, ou je ne sais pas. Enfin, vous, peut-être tous d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais savoir, qui sont-ils? Vous parliez, vous, d'1 milliard de personnes tout à l'heure. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'on a des réponses assez précises là-dessus? Le problème, c'est qu'on a affaire du fait de la multinationalité des passagers, on a affaire à une kaléidoscope de comportement. Donc on sait que les actes d'achat, il y a 3 grands axes, c'est achat pour soi, achat cadeau, achat à la demande. Mais après, entre un homme et une femme, entre un voyageur pour raison business, pour raison loisirs vacances ou pour raison loisirs visite famille amis, aura des types, des affinités avec les catégories totalement différentes. Par nationalité, selon l'état aussi des taxes sur le marché local, on va avoir des comportements totalement différents. Un Américain face au duty-free beauté sera un peu perplexe parce qu'il a un marché local qui est très discounté. Alors qu'un Scandinave face à l'offre en spiritueux, lui, va être beaucoup plus déjà éveillé. Et un Chinois face à toute l'offre luxe ou même plus globalement détaxée va être une cible assez prioritaire pour le circuit. Bastien, vous, quand vous faites vos achats et vous conseillez vos boutiques, vous faites comment pour leur dire? Parce que là, on est en train de parler de voyageurs d'affaires, de voyageurs loisirs, on est en train de parler de nationalité, de multiculturalité. Ça veut dire aussi qu'il faut faire un merchandising adapté au flux. Comment ça se passe? Racontez-moi. On fait une très grosse préparation d'achat avant d'aller effectuer nos achats. Donc, en ce qui concerne la mode, c'est 4 fois par an, 2 saisons, donc 2 fois par saison. Et donc on doit prendre en compte la plupart des spécificités. Donc on regarde sur la saison ce qui a marché, donc en termes de couleurs, en termes de produits. Et justement, après on en déduit nos conclusions. Donc est-ce qu'il y a eu une grève? Est-ce qu'il y a eu un vol qui a été déplacé? Donc c'est pour ça qu'on a perdu des ventes. Et donc justement, on essaie d'optimiser autour de ces analyses nos achats. Et c'est ce qui est très intéressant. Mais c'est-à-dire qu'en fonction, que je comprenne bien, en fonction de l'emplacement de vos boutiques, vous savez par exemple qu'il y a peut-être plus de Chinois qui vont passer devant votre boutique. Ça veut dire que vous allez définir une stratégie particulière vis-à-vis de cette clientèle, tout simplement parce que, je dirais, dans la logistique de cette boutique, vous savez que vous êtes dans tel terminal, pour parler des aéroports, mais ça pourrait s'adapter pour d'autres choses, et que vous savez que tous les vols en provenance de Pékin ou à destination de Pékin s'arrêtent là. Oui. Et ça veut dire qu'il faut que vous le contrôlez. J'irai même plus loin. Si le vol a 1 heure ou 2 heures de retard, ça veut dire que vos équipes doivent être là. Oui, exactement. Et ça, vous êtes obligé de l'intégrer en permanence. Oui, donc justement, c'est très conséquent le fait de faire nos achats. Et des fois, on fait nos achats au détail, c'est-à-dire à la boutique. Et ce qui nous prend beaucoup de temps, mais au moins, quand on fait nos achats à la boutique, on aura cette dimension de détail et on pourra acheter en fonction des clients qui vont voyager sur cette boutique, qui passeront par cette boutique pour aller voyager. Rien d'autre justement par rapport à ce qui a été dit. Vous faites comment? Parce que là, je m'aperçois qu'il y a des Russes, des Chinois, ils n'ont pas les mêmes goûts, pas les mêmes attentes. Comment est-ce qu'on s'adapte? Alors, il y a une forme de stabilité. On sait que sur les terminaux, certains vols sont affectés et justement on travaille l'offre par rapport à la typologie de client. Et donc c'est même très pointu puisque si vous avez des vols pour la Russie, c'est pas le fait d'avoir des vols russes qui détermineront une marque ou des produits dans la marque. C'est même l'aéroport de destination. Entre un vol pour Moscou et un vol pour Saint-Pétersbourg, c'est pas les mêmes clients. Donc, alors ça demande un peu de connaissance et d'analyse, mais mais ça fait partie du business, quoi. Ça fait partie de la gestion. C'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas une gestion de boutique en centre-ville, par définition.
Après, la boutique de centre-ville demande des analyses aussi en fonction de critères de clientèle, en fonction des jours, etc. Si ce n'est que là, j'ai l'impression qu'il y a une adaptabilité quasi permanente, quoi. En fonction des grèves, flux, en fonction des retards, en fonction des... Mais que ça soit sur l'offre, que ça soit sur le merchandising, en fonction, si vous avez effectivement un client scandinave, il appréciera quelque chose de très épuré, et si des clients chinois, eux, veulent de l'opulence, veulent voir Woodstock. Alors le problème, c'est quand vous avez ces différentes nationalités qui se croisent au même endroit, vous faites des arbitrages. Pour le coup, là, c'est les Chinois. Mais est-ce que vous adaptez vos produits, voire vos packaging, vous, en fonction de la clientèle, voire le merchandising aussi? Alors, c'est un peu dur d'avoir un effet sur les marques à ce niveau-là, mais les marques elles-mêmes sont sensibles de toute façon aux principales nationalités qui consomment leurs produits. Après, nous, le travail qu'on a avec les marques, par exemple, un exemple concret, c'est les catalogues, les formats de catalogues. Les marques ont tendance à faire des catalogues très luxueux, c'est une encyclopédie, le catalogue. Ce qui n'est pas transportable en aéroport, enfin dans l'avion, et donc on les a fait travailler, et c'est maintenant des tout petits formats que les passagers peuvent prendre et apprécient. Ouais. Bastien, c'est un peu la quadrature du cercle, cette affaire-là. Vous achetez pour des marques, vous vendez dans votre circuit de distribution, et vous vous prenez en compte les flux, la logistique, les voyageurs, la nationalité, les goûts, les couleurs, si j'ose dire. Et vous devez respecter quand même l'image de la marque. On fait comment là? On s'adapte à chaque marque. Oui, mais c'est pas une drôle de réponse. Mais c'est assez difficile parce que chaque marque a ses exigences et donc justement nous on doit trouver un consensus avec chaque marque pour pouvoir adapter notre offre ainsi qu'adapter les exigences de chaque marque. Donc on essaie de travailler main dans la main avec chaque marque pour avoir cette offre-là. Ouais. Lucille Bourdon, c'est un peu pas la quadrature du cercle, cette affaire-là. Ça m'a l'air compliqué finalement. Mais en même temps, c'est fascinant parce que ce sont des métiers nouveaux. On parle de ça aussi. C'est là où ça va se passer. Mais comment font les marques que vous avez accompagnées aussi? Parce qu'il faut arriver à combiner tout cela finalement. Oui, les marques finalement sont nos donneurs d'ordre. Ils font appel à nous justement pour lors d'actions d'animation, de lancement, d'avant-première, pour mettre en avant des produits spécifiques. Ils font appel à nos équipes pour développer leur chiffre d'affaires. Et c'est vrai que dans nos recrutements, on a évidemment considérablement changé. On avait beaucoup un profil anglophone au départ. Aujourd'hui, on a une filière de recrutement sur des profils rares, bien sûr les faisceaux Asie, mais également sur l'Europe de l'Est, qui est aussi un faisceau très porteur. Donc on a multiprofils, multilingues. Nous avons également, pour répondre à la problématique, vous parliez des flux de passagers, créé l'an passé, puisqu'en fait on travaille dans les boutiques à Elia, donc on intervient pour des marques, mais chez Aelia. Et en fait, on a, l'an passé, réfléchi à la problématique justement de ces flux de passagers qui étaient parfois aléatoires. On avait tantôt les Chinois sur un terminal, tantôt sur un autre. Donc, on a créé des équipes qu'on a appelées des commandos, qui sont des équipes mobiles. C'est un staff mobile qui arrive le matin, qui regarde les écrans télé, qui voit les vols, où sont attribués les vols, et qui vont aller se positionner précisément là où se trouvent les potentiels de ce groupe-là. Alors, on a des commandos asiatiques, des commandos russes, des commandos arabes également, puisque le Moyen-Orient et toute l'Arabie est également un faisceau très porteur. Et en fonction des vols du jour, vont aller se positionner sur les sols, donc pour capter. Et ça veut dire que ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que si un avion n'arrive pas au terminal prévu pour raison X ou Y, votre commando est capable de se déplacer? Bien sûr. Tout à fait, il se déplace. Alors, il se déplace pour les départs, pas pour les arrivées, parce que nos passagers n'achètent pas l'avion. Ça deviendrait compliqué. Oui. Mais quand même, ça veut dire qu'il faut faire preuve d'une agilité incroyable. Oui, c'est vrai, mais ça a au été sens très loin propre du terme, là, pour le coup. Très loin à mettre en place. Alors, on a des équipes fixes dans les boutiques. J'entends et bien. Ces équipes mobiles viennent en plus renforcer ces équipes. Mais c'est vrai que ça a demandé une organisation très particulière et des équipes surtout très fiables, très responsables, très autonomes, qui nous rendent compte à tout moment, puisqu'en fait, elles se déplacent généralement à 3 ou 4, et elles nous rendent compte chaque jour
de l'endroit où elles se sont rendues et des raisons, des motivations qui ont fait qu'elles sont allées travailler 2 heures sur le terminal S3 et 1h30 sur le terminal AC. Pour quelles raisons et quelles ont été leurs motivations pour suivre tel ou tel profil. Alors on va parler quand même, parce que pour le coup, c'est incontestable. Il faut une formation particulière pour ces métiers-là. Mais j'ai quand même demandé à Jérôme Goldberg d'abord, lui qui est un observateur, notre expert, si j'ose dire. Comment est-ce que vous avez vu, vous, les marques évoluer dans le travel retail? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous ont marqué ou des choses qui vous ont particulièrement... vous vous êtes dit, ah oui, ça c'est bien vu par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire cette agilité nécessaire et cette adaptabilité, si j'ose dire, de ces différents lieux de vente? La première modification qu'on a vue, c'est avant et après 1999, quand il y a eu la fin du duty-free intra-européen. On a vu le duty-free qui avant était géré plutôt au sein des équipes export, qui est devenu une cellule autonome au sein des marques, avec du coup une professionnalisation plus grande et une adaptabilité de ce que faisait chaque marque, justement en fonction d'abord des régions et après pays par pays. Et maintenant, on est vraiment dans une optique de ciblage de nationalité. Et donc là, le mouvement le plus récent, c'est celui de L'Oréal Group, qui vient de se doter d'une structure ombrelle groupe Travel Retail, alors qu'avant, le Travel Retail Luxe était géré par une division spécifique. Le travel retail pour la partie masse était géré par une division spécifique. Maintenant, il y a une volonté du groupe de se développer et d'intégrer l'ensemble de ces marques, même des marques capillaires ou dermocosmétiques, dans ce circuit. D'ailleurs, c'est eux qui ont... J'ai parlé de 6e continent, je crois que c'est L'Oréal qui a utilisé le terme. Qui a créé ce nom-là pour baptiser ce circuit. Au sein des marques, on a vu d'une division marketing passer à une division trade marketing pour adapter tout le travail qui était fait, justement, opérateur par opérateur, et pour mieux travailler les faisceaux passagers, après en se disant, tiens, mes passagers chinois, quand on analyse les faisceaux, on voit qu'ils partent de Pékin et de Shanghai, ils arrivent majoritairement, quand ils voyagent en Europe, ils repartent plutôt depuis Paris, depuis Londres, etc. Donc on va mieux travailler notre offre pour regarder un peu au-delà de la catégorie de produits, les top produits qui sont les plus intéressants pour ces nationalités. Et derrière, travailler avec les opérateurs pour mettre en place des opérations plus spécifiques pour aller au contact de ces cibles. Ouais, et donc j'imagine, c'est de plus en plus pointu, c'est de plus en plus précis, si j'ose dire, faire preuve d'agilité. Il y a beaucoup de données qui rentrent dans ces nouveaux métiers. On parlait de métiers de demain, là on les a. Je vais faire un petit tour de table pour que vous me parliez un petit peu de tout cela. Peut-être avec vous, Julien Gautreau, tout à l'heure vous avez évoqué, et c'est tout à fait naturel, la gestion d'une boutique en centre-ville, la gestion d'une boutique en aéroport, c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose en quoi, finalement? Alors, déjà, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé depuis le début, et je rejoins Lucie sur l'autonomie nécessaire justement des équipes, c'est que c'est les amplitudes horaires d'une boutique d'aéroport. C'est que les boutiques en gros sont ouvertes 6h à 23h, 23h30, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc effectivement les équipes ont besoin d'être très autonomes pour être capables de gérer n'importe quel problème sans forcément qu'il y ait de possibilité d'avoir un soutien siège à 6h du matin, parce qu'il y a une question. Je reviens juste rapidement sur les stocks aussi, mais de la même manière, on est obligé de porter de très gros stocks pour pas rater une vente. Si vous n'avez pas la pièce, c'est difficile de dire aux passagers, vous repasserez. Il y en a, heureusement, il y a des frequent flyers, il y a des gens qui sont capables de réserver une montre et de repasser, mais l'idée c'est de quand même satisfaire la demande sur le moment. Mais alors sur les spécificités, sur la formation, si c'est la question des vendeurs. Oui, parce qu'effectivement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas rater la vente, quoi. En dehors du produit absent ou présent, mais surtout ne pas la rater, parce que le Global Shopper, on ne l'a même pas dit, mais je pense que c'est quelqu'un qui passe très vite, qui dépense une certaine somme, on va l'aborder quand même tout à l'heure, mais il a une certaine exigence, lui. Oui, et puis la zone de chalandise, c'est le monde entier pour ce passager, finalement. Il est capable de comparer les prix, de comparer le service, de comparer l'offre. Donc effectivement, nous, dans la formation des équipes, la particularité, c'est qu'on leur donne les codes du luxe. Ils respectent les codes du luxe, mais avec des contraintes de temps. Et donc des méthodes très ciblées de capacité à aller sortir le produit, à aller le présenter rapidement et à conclure
très rapidement des ventes. Ce qui est très différent d'une boutique de luxe de centre-ville où on va vraiment prendre le temps, on va asseoir le client. On a des tables de vente dans les boutiques, mais qui finalement sont très peu utilisées. Elles sont là souvent pour les accompagnants de la personne qui va acheter. Mais ces passagers n'ont pas envie de s'asseoir, veulent acheter vite, ils savent qu'ils sont en aéroport, que c'est un achat différent. Et donc ils préfèrent une vente debout. Et donc nos boutiques ont des comptoirs, nos équipes sont formées à sortir des pièces sur des plateaux et à les présenter, enfin essayer debout. Dans l'horlogerie, ça peut être simple quand même. Enfin, il faut savoir vendre en quelques minutes un produit de luxe horloger, ce qui n'est pas simple. Enfin, voilà. Alors, en plus, en fonction des nationalités, les demandes ne sont pas forcément les mêmes. C'est vrai que certaines nationalités, plutôt européennes, vont être très techniques, vont avoir besoin d'avoir des informations techniques sur les produits. D'autres nationalités, les asiatiques, vont acheter plus une marque qu'un produit technique. Donc, nos vendeurs doivent avoir les connaissances techniques, mais les utiliser à bon escient. Donc l'idée, c'est de ne pas trop rentrer dans le produit, mais d'être capable de faire une vente, alors, c'est vulgaire de le dire comme ça, mais un peu superficielle pour aller très vite et être sûr de conclure sa vente. C'est pas forcément superficiel puisque c'est une demande. Donc voilà, vous répondez à une demande particulière d'un client particulier. Vous pouvez prendre la parole quand vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas. Moi, ça m'interroge. Juste petite parenthèse, sans créer des clans, parce que je déteste ça, mais le vendeur de ville n'est pas le vendeur de travel retail. Enfin, ou alors il risque de souffrir, non? L'un ou l'autre. D'expérience, quand on a fait des changements, fait oui, on l'a fait parce qu'on a des passerelles et on a des boutiques en centre-ville, en exploitation en centre-ville. Alors pour ceux qui sont capables de s'adapter, il y a un temps d'adaptation, mais effectivement, c'est pas du tout les mêmes méthodes. Un vendeur de centre-ville qui se retrouve en aéroport va mettre du temps avant de conclure ses ventes. Il va rater beaucoup de ventes, il va avoir beaucoup de passagers partir. Ils seront très contents, ils auront eu plein d'informations sur le produit, mais ils iront l'acheter ailleurs. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont une formation particulière chez vous? Absolument. Alors nous, on a un organisme de formation qui est dédié au travel retail, qui connaît très bien le travel retail et qui a adapté des modules de formation sur la vente en travel retail. Et après, les marques forment les produits, mais de la même manière, on leur a demandé de retravailler leur formation. La formation type d'une marque, c'est raconter l'histoire et après démontrer par la technique qu'ils sont meilleurs que les autres. Il y a l'ego là-dedans. Et donc nous, on leur a demandé de vraiment être plus dans l'anecdote, dans l'histoire à raconter aux clients, mais qui peut aller vite, et de l'argumentaire de vente qui permet de conclure assez rapidement aussi. Petite parenthèse, je parle de Global Shopper, je ne sais pas si on l'a abordé. Combien ils dépensent, on le sait? Non? Beaucoup? Oui. Prenez le micro pour que tout le monde vous entende, mais juste pour avoir une idée. Hein, comme ça, un Chinois va dépenser en moyenne 10 fois plus, par exemple, dans la catégorie luxe qu'un Européen. Avant, c'était le passager russe qui était un peu l'étalon en termes de référence de dépenses. Après, il y a eu les passagers du Moyen-Orient et maintenant, ce sont les passagers chinois qui vraiment sont des surconsommateurs sur le circuit. Quand on dit 10 fois plus, ça veut dire quoi, très concrètement? Ça dépend vraiment des catégories. Il y a pas, un chiffre en soi ne veut pas dire grand-chose sur cette question-là. Mais ce sont quand on regarde par rapport, il y a quelques ratios clés en travel retail qui sont le taux de pénétration, quelle est la part de mes passagers qui vont rentrer en boutique, et le taux de transformation, qui est la part de ces visiteurs qui vont devenir acheteurs. Et sur les nationalités chinoises, globalement, sur l'ensemble des segments qu'on peut avoir sur cette nationalité, on voit qu'ils sont tous nettement plus visiteurs, ils rentrent beaucoup plus en boutique, ils achètent beaucoup plus et ils achètent en volume beaucoup plus que des Européens ou des Américains, même des personnes du Moyen-Orient. Ouais. Justement, c'est les Chinois qui vous intéressent particulièrement, du coup. J'élargis la question. C'est comment capter les clients et comment... Parce que, il y a déjà capter les clients, réaliser une vente, et puis en fonction des pays où vous êtes, il y a aussi peut-être certaines réglementations pour certains produits. Je pense au tabac, à l'alcool, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? Comment ça se passe? Tout est fait durant justement nos achats, ce qu'on prend en compte aussi. Donc, par exemple, en termes de
pour les parfums, donc si on sait très bien que plus de 100 millilitres ne peut pas être, le sac ne peut pas être ouvert jusqu'à la destination finale, donc justement on va développer ces produits exclusifs travel retail. Enfin, on va développer, la marque va développer, on va travailler avec la marque, soit on travaille avec la marque, soit la marque a déjà quelque chose à nous proposer. Et sinon, justement, on s'adapte en termes de communication, parce que la plupart des clients, il faut savoir cela, c'est que la plupart des clients n'est pas au courant ne sont pas au courant des réglementations. Donc justement, nous sommes à même de les informer si il y a une restriction par rapport à un produit. Ouais. Et ça, c'est très important parce que certains clients achètent et après, ils peuvent se voir confisquer un produit ou comme Et ça. une nouvelle brique dans ce métier. Il y a beaucoup de intégrer. briques. Ouais. Et c'est ça, c'est toutes ces briques qui font l'importance et le fait que ce métier soit très intéressant. Oui. Et puis ouais, voilà, vous l'avez à peu près évoqué, mais effectivement, il y a l'aspect culturel quand même, malgré tout, qui est celui qu'il faut comprendre ou connaître, du moins, pour pouvoir concrétiser une vente. Parce que une vente restera toujours une vente, et puis ça reste toujours, je dirais, deux êtres humains qui échangent quelque chose. Lucille Boiron, si je devais vous demander quelles sont ces nouvelles compétences dans le travel retail nécessaires aujourd'hui pour réussir? Alors, il y a de nouvelles compétences, puis aussi nouveaux profils, parce que en fait, pour répondre justement à différentes nationalités, au départ, on avait des profils principalement anglophones, on va dire, et francophones. Aujourd'hui, on recherche des profils, notamment pour l'Asie, la Russie, qui sont réellement des Asiatiques et des Russes, parce qu'il faut créer, notamment avec le Faisceau Asie, cette confiance. Et c'est vrai qu'on a remarqué que les Asiatiques sont plus en confiance avec quelqu'un qui est de sa nationalité plutôt qu'un anglophone ou un Français qui parlerait le chinois. Donc déjà, on a déjà modifié un petit peu le recrutement pour vraiment s'adapter et répondre à cette clientèle. Ça, c'est pas simple quand même. Non, c'est pas simple du tout. Parce que c'est pas Ça, très bon. C'est très très compliqué. Oui, c'est compliqué vraiment. La Chine s'ouvre depuis peu et c'est vrai que bon, il y a encore beaucoup de contraintes politiques pour avoir du personnel chinois travaillant en France. Il y a beaucoup de problèmes de visa. Ils sont obligés de renouveler régulièrement. On connaît les contraintes. On travaille en zone sûreté, donc on a l'obligation de faire des demandes de badge qui prennent à peu près un mois. Donc c'est un petit peu contraignant parfois, voilà, de renouveler comme ça régulièrement et d'avoir un personnel permanent de ce profil-là. Donc en termes déjà de recrutement, il y a des spécificités. Pareil pour l'Europe de l'Est. C'est vrai qu'on a remarqué qu'une animatrice russe de nationalité ou ukrainienne, ou voilà, qui est va créer plus rapidement, plus facilement le contact et la confiance avec ce bloc-là, et pareil avec les populations du Moyen-Orient. Eh ben on a vu différentes facettes et la complexité aussi de ces nouveaux métiers, mais en même temps c'est fascinant et puis on s'aperçoit qu'il y a énormément d'opportunités nouvelles qu'on n'en avait pas forcément avant.